Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marine Parra. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes une jeune chercheuse en langue et littérature française. Vous avez préparé une thèse de doctorat que vous soutiendrez à l'Université de Haute-Alsace, laboratoire ED 520, bientôt en décembre prochain, sous la direction de Gilles Polizzi et d'Anne Réac-Ngo, qui est consacrée à La fortune des jardins, étude d'un patron éditorial entre 1500 et 1670. Vous enseignez actuellement à l'Université de Bretagne Sud comme à Terre et donc dans le master des métiers du livre et de l'édition. Vos recherches et vos centres d'intérêt vous ont conduit à vous spécialiser dans les procédés d'intitulation et de stratégie éditoriale dans le commerce du livre au XVIe et XVIIe siècle. Au cours de votre thèse, vous avez ainsi travaillé sur des recueils poétiques aux intitulés horticoles. Donc, les médias rapprochent régulièrement les rappeurs des poètes de la Pléiade, Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay en tête, et c'est cette mise en perspective qui vous a rapidement questionné à la fois en tant que chercheuse travaillant sur la poésie renaissante, mais aussi en tant qu'auditrice de rap. Et donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, avec Marine, on va parler d'une série qui parle de rap, une série française qui s'intitule Validé. Alors, peut-être pour commencer, Marine, présentez-nous rapidement cette série en nous disant comment s'est construit quelque part son succès. Oui, alors je vais vous donner le pitch de la série Validé, qui raconte donc l'ascension fulgurante de Clément, alias Apache, qui est un jeune rappeur surdoué dont le talent va attirer toutes les jalousies. Contraint et forcé par son label, qui est vraiment l'un des poids lourds du rap game français, donc le rappeur Mastar va prendre le jeune rappeur sous son aile, tout en manigançant en fait contre lui. Mais Apache, soutenu par ses deux amis d'enfance, William et Brahim, est aussi confronté aux enjeux et aux envieux de son quartier, Yamar et Rico notamment, et il est rattrapé par Mounir, le principal dealer de la cité, pour lequel Apache a joué des livreurs, et qui refuse de voir lui échapper le jeune prodige. Donc voilà un petit peu le sujet de cette série. Alors, pour le succès, en fait, c'est une série qui est sortie fin 2019, et lorsque les médias ont commencé à relayer l'information selon laquelle Franck Gastambide, qui est donc l'acteur et réalisateur à qui l'on doit notamment les comédies Les Kaira, Pattaya ou encore Taxi 5, donc quand on a appris qu'il était en train de travailler une série autour du milieu du rap français, eh bien, personne ne s'attendait à un tel phénomène. Pourtant, Validé, c'est le titre de cette série en 10 épisodes de 30 minutes diffusés par Canal+, a connu un engouement vraiment incroyable et inédit, et ce, dès la première semaine d'exploitation en mars 2020, avec 1 million de visionnages par jour sur MyCanal. Donc la série, elle a depuis réitéré et même supplanté cet exploit avec la sortie tout récemment de la saison 2, il y a un mois, et c'est 10 millions de visionnages en moins d'une semaine. Donc voilà, plusieurs éléments expliquent cet accueil enthousiaste du public, de la critique et même d'une grande partie de la profession. Le calendrier, le format, le choix des acteurs, l'ensemble de l'univers qui constitue une stratégie d'ensemble vraiment très efficace. Vous parlez effectivement, Marine, à juste titre de stratégie de l'ensemble. On est véritablement ici sur du transmédia storytelling, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'un lancement simultané d'une série et d'un album de rap. Donc là, véritablement, les deux combinés expliquent en partie le succès de cette série. Oui, Si Validé est d'abord une série télé, et c'est à ce titre qu'on en parle ensemble aujourd'hui, c'est aussi un album. Et son personnage principal, avant d'être un acteur, Clément Pennois, dit Attic, est bien un rappeur avant toute chose. Alors aujourd'hui, il est sans doute plus nécessaire de présenter Attic au grand public, mais en 2019-2020, le jeune artiste qui avait certes déjà sorti plusieurs mixtapes, donc j'explique juste, mixtape, c'est des titres sous un format musical peut-être plus expérimental que celui de l'album, eh bien, il était surtout connu des spécialistes ou de quelques amateurs de musique urbaine. Et donc, ça a été vraiment
un pari aussi d'offrir le premier rôle de sa série à un jeune rappeur encore peu connu et sans aucune expérience de la comédie pour le coup. Donc Franck Gastambide a permis à Attic d'acquérir une notoriété fulgurante, allant bien au-delà du public déjà acquis à la culture rap. C'est aussi ça qui est très intéressant. Donc tout était à construire. Ce message imprègne également la campagne de promotion de la saison 1, qui insiste sur ces difficultés rencontrées et les stratégies mises en place par Attic et la production pour faire justement du rappeur aux capacités incontestables un acteur au ton juste, parce que c'est quand même deux choses complètement différentes. Mais plus encore, Attic et donc son double fictionnel dans la série Apache vont de pair dans la construction du statut de rappeur de Clément à la ville comme à la scène. Donc le succès d'Apache dans Validé donne à voir le talent d'Attic, mis en lumière dans l'album éponyme qui est le titre de la série, où l'artiste pose avec d'autres rappeurs, de Gims à Nino, en passant par La Crime, et il signe même un titre avec Soprano. Donc en faisant de Validé le lieu d'expression d'un véritable rappeur, le réalisateur s'est encore assuré de ne pas verser dans le rap-washing, c'est-à-dire utiliser le rap dans le seul but d'attirer un public jeune. Et je reprends ici les mots de la philosophe Benjamin Weil. Donc voilà, cette combinaison audacieuse, qui toute chose égale par ailleurs, rappelle celle du film 8 Miles avec Eminem, qui a aussi rencontré un vrai succès, et qui donne envie d'en voir plus, et c'est suffisant pour rediriger l'audience de la série de Canal+, vers la chaîne YouTube ou la page Instagram du rappeur, et réciproquement permettant ainsi aux deux univers d'accroître en continu leur public. Donc le choix de Canal+, d'offrir le premier épisode de la série en libre accès sur YouTube participait de cette stratégie, et c'est d'ailleurs moi-même de cette façon que j'ai découvert la série, parce que le premier épisode a été tout de suite mis en ligne sur YouTube. C'est très intéressant ce que vous évoquez avec nous à l'instant, Marine, parce qu'on est véritablement ici dans une véritable, vous l'avez dit, une stratégie d'accréditation du rap dans ce cas-là, qui du coup touche des milieux beaucoup plus larges que le milieu habituel de ses auditeurs en tout cas. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est aussi dans les paroles de justement Mastar, donc un des rappeurs de la série, qui dit bien « qui t'a validé ?» Tu dis que tu viens de la rue, mais qui t'a validé? Donc il y a cette quête de reconnaissance qui est l'objet central de cette série. Et là, le ton est donné dès les titres, validé. Il s'agit bien entendu d'une référence à l'interjection d'approbation utilisée dans la langue de la rue et le rap game. Donc le terme, il interpelle aussi le téléspectateur et il l'invite à adhérer à l'univers de la série et par conséquent à la culture urbaine au sens large. Et d'ailleurs, l'expression, elle est présente voilà, dans les paroles aussi de ce titre, joué dans la série, directement dans le premier épisode. Donc Validé resserre son intrigue autour de ce moment charnière où un faiseur de rimes anonyme venu de la rue, Clément, devient un rappeur reconnu dans l'industrie musicale Apache. Donc, cette transition de l'ombre à la lumière, elle passe avant même l'accréditation explicite des professionnels et des pairs par le buzz. Et c'est bien le bouche à l'oreille virtuel, mesuré à l'aune des vues, des likes et des partages sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, qui accompagne l'ascension d'Apache de l'épisode 1 jusqu'à la scène finale de la saison 1, filmée à la manière d'un live Instagram d'ailleurs. Donc là, on a encore une mise en abîme. Et ce processus, il donne sa scène d'ouverture à toute la série. Au lendemain d'une performance aussi inattendue qu'improvisée face à la star du rap Mastar, interprétée par Moussa Mansali, dit Sams, c'est sur Skyrock d'ailleurs, Clément découvre que la vidéo de son intervention est devenue virale sur la toile. Le jeune rappeur, jusque-là inconnu, est donc à la fois incrédule et euphorique devant ce buzz, bien sûr. Ce qui rappelle qu'en interview, Attic dit avoir vécu une scène tout à fait similaire lorsque, quelques heures après la diffusion des premiers épisodes de Validé, le nombre de ses followers sur les réseaux sociaux a totalement explosé et donc il vit là, dans la vraie vie en quelque sorte, exactement la même chose que son personnage alors qu'il tournait des mois auparavant. Et de ce point de vue, Validé joue de l'autosimilarité de son casting parce que le spectateur assiste à l'écran aux tribulations d'Apache en même temps qu'il participe à celles vécues dans la réalité par Attic à partir du moment où la série est diffusée. Donc il y a un mimétisme qui place le spectateur dans la position de répéter la scène et qui participe très certainement de l'engouement autour de la série. Donc dans les deux cas, les coulisses du succès se révèlent pleinement associées aux réseaux et aux plateformes numériques, qui sont autant de médias essentiels et incontournables pour les rappeurs,
apprentis comme confirmés d'ailleurs, avec des moments forts comme les annonces d'événements, épisodes 5 et 6, la sortie de projet, épisode 5, signature de contrat, épisode 3, enregistrement en studio, diffusion en live de freestyle, improvisation. Donc freestyle, je définis simplement improvisation libre ou rapide avec inventivité, technicité, et toutes ces étapes de soutien affiché d'un artiste, de moments d'échange avec le public, etc. Donc là, les réseaux constituent vraiment une caisse de résonance sans pareil, assurant aux rappeurs d'occuper, voire de saturer presque l'espace médiatique dans une époque marquée par la recherche de l'inédit au cœur même de l'événement. Et je cite encore Master qui dit aujourd'hui, tous les petits font des coups de pub. Donc on voit bien cette démarche. Sur le plan réflexif plus largement, Validé interroge aussi la place du rap dans le paysage audiovisuel français. En l'espèce, tout ou presque restait à faire. Je rappelle que la série, elle occupe vraiment une place paradoxalement laissée jusque-là très vide. Donc c'est un sujet de revendication pour cette première série sur le milieu du rap français. Il n'est plus possible d'ignorer le public et l'imprégnation de la culture urbaine dans notre société. Il y a encore quelques années, très peu de radios de la bande FM diffusaient du rap, à l'exception de Skyrock, comme on le voit dans la saison 1, épisode 1 et 7 qui se passent à Skyrock, puis du Move, épisodes 5 et 8, qui sont vraiment des bandes FM incontournables dans la série. Et le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée et streamée en France. Donc, elle a un poids de ce fait. Il n'est pas étonnant de voir émerger à la suite de Validé d'autres projets qui sont liés à ce genre musical et être portés par le marché du streaming vidéo. Alors j'en cite peut-être juste deux. On a notamment Amazon Prime Video qui a diffusé il y a quelques jours une série documentaire de 6 épisodes de 45 minutes sur le rappeur Orelsan. Elle est intitulée Orelsan, montre jamais ça à personne. Et Netflix qui a annoncé mi-septembre une version française du télécrochet américain Rhythm Flow avec les rappeurs SCH et Niska ainsi que la rappeuse Shay. Donc voilà un peu. C'est très intéressant ça aussi, Marine, parce que véritablement, vous avez commencé à l'évoquer, on voit les coulisses, c'est-à-dire qu'on voit aussi que c'est un milieu qui n'est pas si, en tout cas, artisanal qu'on pourrait le croire. C'est un milieu très organisé, on voit les labels, on voit les maisons de disques, on voit les signatures de contrats, on voit véritablement, vous l'avez dit, que c'est une industrie musicale à part entière qui est devenue le premier phénomène musical en France. Oui, elle plonge effectivement dans les coulisses et bon, elle attire le public en partie par ce ressort-là, mais elle joue aussi sur un peu l'air du temps, parce qu'en témoigne le succès de la série 10%, 3 à 4 millions de téléspectateurs par épisode en première diffusion sur France 2, qui décrit justement la vie contrariée d'une prestigieuse agence artistique en charge de la carrière d'acteurs et d'actrices français. Donc c'est aussi un petit peu sur ce principe-là. Alors la perspective singulière implique un décalage d'intérêt par rapport au processus de création en lui-même. Dans Validé, il est peu question d'inspiration ou d'écriture. Ces aspects-là du métier de rappeur sont globalement évacués de la série. Je ne dis pas qu'ils n'apparaissent pas du tout, mais c'est vrai que ce n'est pas le cœur de la série. Le cœur de la série va beaucoup plus être sur ce côté, l'industrie musicale, les coulisses, etc., qui n'étaient pas des sujets montrés avant. Donc la série, elle nous donne à voir un système assez fascinant, fait de magouilles, d'arnaques, de pièges, de négociations, de pression. Donc toute cette voyoucratie qui traverse l'envers du milieu, si elle est une réalité du rap game, elle est souvent ignorée du public. Et ici, c'est le principal ressort narratif de la série. Elle traduit les liens finalement assez étroits qui peuvent subsister entre les deux univers, que sont ceux de la rue et de l'industrie musicale. Donc voilà, c'est la machine du succès qui est donc disséquée directement dans Validé. Comment créer et gérer le buzz, comment négocier sa place, sa situation financière, comment faire accepter son engagement musical auprès des majors, comment pérenniser la fulgurance fragile d'un début de carrière, comment faire naître et saisir les opportunités. Dans ce cadre-là, l'entourage proche des rappeurs se révèle tout au long de la série au cœur de l'écosystème des artistes. Les proches occupent des postes managériaux clés, comme le montre la série Pour Apache avec les personnages de son ami William, interprété par Saïdou Kamara, qui rencontre les labels, il va négocier les contrats, etc. Ou celui de son cousin Brahim Buell, qui assure le rôle de community manager pour les réseaux sociaux d'artistes et beaucoup de ressorts comiques qui reposent aussi sur ce personnage. Donc voilà, les rappeurs sont
toujours accompagnés par cette garde rapprochée. On voit bien ça dans leur série, c'est leur crew, y compris dans les émissions, dans les soirées de promotion, dans les enregistrements. Au-delà des réseaux sociaux et de son équipe, l'association du rappeur à une maison de disques, ici Omega Music France, ou un label affilié, à Apache Music par exemple, se révèle rapidement indispensable pour la production et la diffusion des sons. Donc là, ces acteurs de l'industrie du disque qui accompagnent l'artiste, avec pour principal indicateur ses ventes physiques et ses streams, participent à la réflexion stratégique et artistique des projets, versent des avances sur contrat, question centrale au moment de la signature d'Apache dans l'épisode 3, puis de celle de son rival Carnage, joué par Bosch, épisode 9, et prennent en charge la distribution des supports physiques. Les relations donc, entre les rappeurs et l'industrie du disque, elles sont marquées par des crispations régulières autour d'intérêts artistiques et économiques divergents. Contente-toi de mettre les CD dans les bacs, tu vois, et moi je m'occupe de l'artistique, c'est bon. La scène justement master à Stéphane Schichman, qui est le responsable du label Jungle Records. Donc, on voit bien là que chacun son rôle. Hein. William, le manager improvisé, donc ami d'Apache, se montre tout aussi redoutable. Il fait monter les enchères entre les maisons de disques. Il renégocie le contrat de son poulain à la mesure de son succès grandissant. Et il crée son propre label au sein de la maison de disques Omega Music France pour avoir plus d'autonomie. Ces scènes, elles dépeignent toute une collaboration principalement fondée sur la recherche rapide de profit, parce que les places dans le rap game sont rares et que la productivité, elle doit être optimisée. Marine Parra, si on vous suit depuis le début de cette émission, on est avec la série Validée et cette série, véritablement, pour une des premières fois, vous avez rappelé effectivement le film avec Eminem, 8 Mile, mais c'est une des premières fois où on a une mise en avant, en tout cas, hein, de mise en scène du rap à l'écran. Oui, le rap est un genre musical avec une forte imprégnation visuelle pourtant. Que ce soit sur le plan gestuel, vestimentaire, scénographique, l'univers il est très connu du public, que celui-ci soit ou non amateur de rap d'ailleurs. Donc c'est la street cred, donc vraiment pour street credibility. Validé amène son public à un questionnement sur la façon dont les rappeurs se construisent un présent par la rime, des postures plus ou moins usées et des codes moraux qui sont issus de la rue. Donc, aidez-nous un petit peu, quand même. Peut-être que tous les auditeurs et auditrices ne connaissent pas ce milieu-là et en tout cas ne décryptent pas ces codes. Alors, on va voir maintenant dans cette partie de l'émission, essayer de décrypter ensemble tout cela. Parlez-nous de ce milieu-là, comment il fonctionne et en particulier de ce qu'on voit à l'écran, des scènes de clash notamment. Oui, alors la scène épiphanique presque, hein, qui révèle Apache au public dans l'épisode 1 et que j'ai déjà évoqué précédemment, elle est vraiment emblématique des procédés de mise en scène du rap à l'écran. Et je vais la résumer ici à grands traits parce que justement, on est dans une scène de clash. Donc, un soir, Clément se rend au pied des studios de Skyrock afin de livrer une commande de drogue à un technicien, mais il se fait flouer en acceptant de concéder en fait un rabais sur sa marchandise en échange d'un accès au studio qu'il n'obtiendra pas alors qu'il a fait le rabais. Donc Clément est évidemment en colère, hein. Il décide de prendre sa revanche sur les ondes en appelant le standard de la radio à l'occasion d'une hotline entre Master et ses fans, ce qui tombait plutôt bien, ça marche, son coup de fil est pris. Et l'audace aussi irrévérencieuse que talentueuse dont va faire alors preuve Clément lors de son freestyle clash d'une minute 30, eh bien, elle sidère littéralement le poids lourd du rap dans son cou et vaut au jeune homme une invitation de l'animateur de Planète Rap, Fred Musa, à monter dans le studio de l'émission. Le moment qui suit, il est suspendu au ring d'Apache et vraiment la magie opère. Or, c'est un moment de clash parce qu'il y a une provocation verbale qui est lancée par un individu à un autre devant témoin, ce qui fait partie intégrante du rap. C'est même à la base de la culture hip-hop hein, dans l'Amérique noire des années 70. C'est donc assez logiquement qu'Apache se révèle au cours de ce clash et Apache clash, hein, même la rime est là. Mais au-delà, cette joute verbale constitue aussi l'événement originel autour duquel va se nouer l'essentiel de l'intrigue qui se déploie donc au fil des 10 épisodes de la saison. Les mots d'Apache à l'encontre de Mastar sont pour le moins cinglants, je ne les cite pas, mais ils permettent aux jeunes rappeurs de se faire un nom. Ils donnent également naissance à un antagonisme hein, de la part de Mastar qui est piqué dans son orgueil. Pour autant, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que l'opposition entre les deux rappeurs, elle est complètement convenue. La violence, elle est globalement métaphorique en étant verbale au lieu d'être physique. Et de fait, le rap n'est pas l'expression de personnes agressives, du moins ce n'est pas une règle. Le rap, il utilise des registres de langue qui ont recours à des modalités diverses et variées d'expression de la colère, de l'indignation, de la vendetta.
Et quand Clément clash Mastar lors de leur première rencontre, il ne pense pas du tout à mal, en fait. Au contraire, il ne fait pas mystère de l'admiration sincère, peut-être maladroite si on l'écoute au pied du verre, mais qu'il porte à son aîné dans le métier. Les critiques auxquelles il se livre, elles sont sûrement d'autant plus acerbes que le fan qu'est Apache a pu être déçu par certaines attitudes de son idole Mastar, mais ça ne dépasse pas cette petite déception et manque de reconnaissance d'un rappeur qui n'a pas encore atteint, qui n'est pas encore rencontré son public en fait. En outre, Mastar, dans sa posture de rappeur, ne se montre pas du tout froissé. Il fait mine de parfaitement comprendre ce jeu qui se nourrit essentiellement de la différence générationnelle. Je le cite, « T'as toujours été au top, c'est facile parce que t'as percé à l'époque des magnétoscopes, t'y navires fatigué, je crois que tu te fais trop vieux, je suis la bague qui va te faire chavirer. » Donc voilà, ça c'est ce que dit donc Apache à Mastar. Mastar fait mine de ne pas mal le prendre, le rappeur ne le prend pas mal, mais l'homme, lui, est blessé. Et il est probable que ce soit l'exact inverse dans de nombreux clashs de rappeurs dans la réalité, parce que les rappeurs se placent souvent dans une posture indignée, parfois feinte, qui donne du crédit, du poids et de la force en fait, aux charges verbales auxquelles ils se lient. Alors évidemment, pour les fans, ces clashs ils peuvent être pris au premier degré et donc avoir des retombées commerciales. Je ne vais pas décrire ici le fonctionnement du storytelling, mais nous sommes en plein dans ce type de mécanisme narratif. Parler mal peut vous rapporter gros. Talking trash can win you cash, clamait l'animateur d'une séquence parodique dans une émission de télé américaine, In Living Color, au début des années 90. Donc c'est vraiment ce principe-là. En abordant cette question de la mise en scène artistique du conflit, on est ici totalement dans le registre d'analyse des processus créatifs du rap. Certes, j'ai dit plus tôt, ce n'est pas vraiment l'objet traité frontalement par la série, mais ces scènes de clash, elles montrent aussi comment l'écriture et la composition dans le rap passent par la confrontation à soi et à l'autre. Toutes les fulgurances d'Apache, elles émergent du conflit qui l'oppose à Mastar d'abord, à Carnage ensuite, Carnage, donc le violent protégé de ce poids lourd du rap qu'il a rencontré en prison dans l'épisode 6. Donc c'est un ressort important de la série que de montrer la violence de cet univers, la violence qui est dans l'ADN de ce style musical, mais c'est aussi assez sûrement dans l'horizon d'attente du public d'une série sur le rap. Le rap, c'est l'expression d'une rage de vaincre très forte, très primaire, qui se révèle par et dans l'adversité. Marine Parra, vous êtes spécialiste de poésie, de poésie, on l'a vu plutôt de l'époque de la Renaissance, et pourtant vous vous intéressez au rap. Alors peut-être c'est le moment maintenant de voir ensemble les liens qu'il y a entre ces deux cultures tels qu'on peut les apercevoir à travers la série Validé. Oui, absolument. Alors, d'abord, très globalement, il faut dire que la colère comme l'indignation sont des sentiments très théâtraux et que leur puissance scénique et leur potentiel dramatique cathartique ils sont importants aujourd'hui et ils le sont depuis très longtemps. Donc moi, ce qui me frappe beaucoup en tant qu'auditrice de rap, c'est très souvent aussi la force de la performance, l'interprétation des titres, qui est aussi, voire plus importante encore que les paroles en elles-mêmes. Donc on voit bien ce côté théâtral. De ce fait, d'aucuns comparent le rap à la variété francophone, dont il serait l'héritier. La force du verbe, de l'image, de l'écriture, etc. Donc ça a beaucoup été dit. D'un côté, Jacques Brel ou Georges Brassens, qui sont régulièrement qualifiés de premiers rappeurs, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre. De l'autre, l'écriture d'un Oxmo Puccino, fondée sur le sens de la métaphore et de formules choc. Eh bien, ils ont valu aux rappeurs le surnom de Black Jack Brel. Donc en réalité, la question de l'esthétique rap, elle n'est pas sans difficulté pour de multiples champs d'études qui, chacun, ont tendance à faire prévaloir dans leurs recherches, leur seul domaine sur le polymorphisme de l'objet artistique. Il y a plusieurs spécialistes qui ont notamment cherché à comparer le rap avec la littérature et plus particulièrement, ça m'a frappé, avec la poésie du XVIe. Et c'est vrai, ne serait-ce qu'en lisant les textes, il y a des parallèles qui nous sautent aux yeux presque. Donc, c'est peut-être aussi parce que, comme c'est nos domaines de spécialité, on fait des rapprochements un peu plus rapides. Mais de fait, je peux observer un certain nombre de similitudes entre les poètes de la Renaissance et les rappeurs français aujourd'hui. Et je vais en lister quelques-uns. Alors déjà, et c'est peut-être lié à la méconnaissance générale de qui étaient ces poètes, mais ils composaient beaucoup en groupe. Ils avaient aussi, même si c'est un anachronisme complet, mais des crews en quelque sorte. On pense évidemment à la Pléiade, à la Brigade, mais ce n'étaient pas les seuls. Il y avait tout un tas
de groupes et de cercles qui s'opposaient, qui se critiquaient, et parfois très violemment. C'était aussi, et là je pense à la Pléiade, un groupe de jeunes en quelque sorte, qui voyaient grand. Ils voulaient parler de ce qu'ils vivaient, ils voulaient régler leurs comptes, et ils voulaient, et ça c'est un point qui est très intéressant, revitaliser la langue française. Il y avait un combat très fort pour faire de la langue française une langue riche, une langue prouvée en fait que la langue française, on peut écrire de très beaux textes avec, et que ce n'est pas seulement le latin, le grec ou des langues anciennes. Je mentionnais tout à l'heure que certains clashs sont mis en scène par les rappeurs pour mobiliser leur public. Or, plusieurs thèses récentes ont aussi porté sur justement l'émulation et la dynamique des querelles des poètes du XVIe siècle. Et que peut-être, c'est plusieurs hypothèses dans ce sens-là, tout ça était aussi très construit et très convenu pour finir, et que c'était certainement aussi vendeur à l'époque. Donc on voit bien, je pense que ces deux points-là sont vraiment les deux points les plus intéressants, cette façon de se réapproprier la langue, qui est très importante, et cette dynamique du combat. Évidemment, ces comparaisons, et c'est là que je voudrais aussi les nuancer, je pense que c'est important, elles posent question. Qu'est-ce que nous apportent en fait ces rapprochements, par moments très hasardeux, problématiques, qu'on aime beaucoup faire, qu'on aime beaucoup lire, avec des époques qui sont pourtant si différentes et qui sont si lointaines de la nôtre. Il y a plusieurs spécialistes, et en préparant notre discussion, j'ai été très attentive à ces mises en garde, notamment Étienne Kops sur le blog Le Rap en France, qui dénonce aussi les travers de cette frénésie comparatiste. Je pourrais résumer l'analyse du chroniqueur ainsi. Le rap n'a pas besoin d'une généalogie prétendument glorieuse et illustre, c'est-à-dire de la littérature et de ses grilles de lecture, pour exister par lui-même et se faire une place. Donc voilà, même la 16e que je suis ne va pas tirer des comparaisons de partout non plus, parce que ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Marine Para, l'idée aussi intéressante que l'on retrouve ici, c'est, vous l'avez dit, une série qui invite des stars du rap, des guests, qu'on les appelle, et donc qui s'inscrit véritablement dans ce qui se fait de mieux, presque, en tout cas aujourd'hui, dans le rap français contemporain. Oui, si le rap game est un univers structurellement hyper compétitif, les collaborations entre rappeurs n'en sont pas moins essentielles dans une carrière. C'est ce que montre la série Validé, avec donc les nombreux guests de la saison 1. J'en cite quelques-uns: Lacrim, Nino, Soprano, Kushen, Grinch, Cut Killer. Et ceux de la saison 2, Roth, Gazo, Kerry James, Alonso, Amel Bent. Donc tous jouent leur propre rôle, contrairement aux personnages principaux, donc rappeurs à la ville, mais acteurs à la scène, on pourrait dire. D'un point de vue filmique, la scénographie de ces collaborations constitue une mise en abîme de plus dans la série, parce que les clips des featuring sont autant de films dans le film en quelque sorte. Et d'ailleurs, les clips, ils suivent une recette et un format assez proche de celui de la série, parce qu'on a des vidéos courtes et morcelées, donc plusieurs clips par album, plusieurs épisodes par saison. On voit bien qu'il y a des rapprochements qui se font de ce point de vue-là, beaucoup plus qu'avec un film par exemple. Sur le plan scénaristique, certaines de ces collaborations sont sincères et désintéressées, comme entre Apache et le rappeur marseillais Soprano, qui joue son propre rôle dans la série, dans l'épisode 9. Et le rap est, ne l'oublions pas, aussi une musique du collectif, et Validé capture, si j'ose dire, de nombreux moments de cette sociabilité. D'autres de ces featurings sont faits au contraire de circonstances ou d'opportunités. On pourrait parler de coopétition, c'est un mot valise utilisé dans la stratégie commerciale et fondé sur coopération et compétition, donc qui permettent à plusieurs reprises de sortir les personnages principaux de la série de situations délicates. Par exemple, le feat entre Apache et Mastar, intitulé Fallait kiffer, permet à ce dernier de surfer sur le buzz du jeune prodige et de tenter de maintenir sa place dans le rap game. Je le cite: je reste indétrônable, on ne me jette plus de bâtons dans les roues, c'est des troncs d'arbres, plus d'une flèche à mon arc, au sommet de mon art. Voilà. À l'inverse, lorsque la situation se tend avec Mastar, Apache s'allie avec l'ennemi juré de ce dernier, Lacrim, qui joue également son propre rôle, pour le titre Buena Noche. Et je le recite: même si t'es sur le trône, Apache va te scalper, je suis un découpeur en série, ma bouche c'est un scalpel. Donc on voit bien qu'ils se répondent. Au-delà de la mise en scène, Validé ouvre une fenêtre sur le rap français, des origines à aujourd'hui. On a toutes les générations confondues de rappeurs qui sont représentés, de Kushen à Cut Killer pour les plus anciens, Nino bien après, et tout récemment Gazo, venu dans le game.
Donc, d'une certaine façon, le concept de la série a été à son tour validé par tous ces rappeurs qui ont accepté de figurer au casting. Dans le même temps, la série, elle permet aussi d'alimenter l'image, voire la mythologie de ces rappeurs, donc ils en retirent aussi quelque chose. Hein. C'est le cas, par exemple, je pense de Ruff, dont l'apparition dans la saison 2, c'est moins un rôle de composition qu'un écho à son passé judiciaire et aux nombreuses rixes qu'il a posées depuis 2005 à d'autres artistes de la scène urbaine. Ce n'est pas étonnant aussi que Booba, avec qui Ruff est en conflit depuis des années, n'ait pas justement validé la série, et il la clash même assez vertement sur son Instagram. Donc une fois encore, on a la réalité qui embrasse la fiction. Marine Para, cette idée aussi pour moi très intéressante du rap que l'on voit dans la série, c'est la question de l'identité. En tout cas, c'est vraiment des identités différentes qui forment cette culture rap. C'est très très présent dans la série. Oui, et je vais citer une phrase lâchée par la chanteuse pop Louise, qui est jouée par Liv Delestal dans la saison 1. Vous, les rappeurs, vous êtes toujours à vous inventer des vies. Et donc, Apache s'éprend de la chanteuse au cours de la série. Et ça résume bien le propos, en fait. Comment, lorsqu'on a grandi dans une cité stagnante à la périphérie d'une grande ville, il est possible de se construire une identité. Donc, c'est tout le sujet, effectivement, de cette saison pour le personnage principal. Qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les différentes traces que l'on retrouve de ces identités, les différentes références, notamment, par exemple, sur quelque chose qui peut nous apparaître pour nous exotique, mais en tout cas, on le voit dans la série, c'est les références amérindiennes. Oui, alors dans la première chanson d'Apache, Appelle-moi Apache, je sors de mon Tipeee, donc présentation identité. C'est ainsi que débute le morceau Prison pour mineurs qui révèle complètement Clément en direct sur le Planète Rap. La référence aux populations autochtones d'Amérique du Nord est évidente, et plus encore avec la sortie du premier album d'Apache, avec sur la couverture le rappeur arbore une coiffe amérindienne en plumes. On la voit dans l'épisode 4 et 5, d'emblée, le choix d'une référence autochtone, il ne va pas sans évoquer un autre rappeur, l'iconique Tupac. En effet, l'artiste américain assassiné en 1996 devait son nom à l'admiration que sa mère, qui était une militante de l'organisation noire américaine Black Panther, vouait à Tupac Amaru, un chef indien qui a pris la tête d'un mouvement de rébellion autochtone au Pérou à la fin du XVIIIe siècle, avant d'être trahi par les siens et exécuté par les colons espagnols quelques mois après. Mais revenons-en à Apache, ou plutôt aux Apaches, qui formaient un peuple de guerriers vivant dans le sud-ouest des États-Unis et le nord-ouest du Mexique, et dont la résistance aux colonisateurs européens et américains est devenue proverbiale. Ceux qui ne se rendent jamais, c'est les Apaches. Dans un milieu aussi antagoniste que celui du rap, le choix de ce surnom Apache en dit donc long sur le caractère de Clément, au même titre que celui de Mastar, qui est lié au physique pour le moins robuste du personnage. Au tout début du XXe siècle, le nom Apache était d'ailleurs devenu le terme générique, servant à qualifier des bandes de jeunes voyous sévissant dans le Paris de la Belle Époque. Et un quotidien du temps notait alors: nous avons l'avantage de posséder à Paris une tribu d'Apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes rocheuses. Ceux-ci font beaucoup parler d'eux. Ce sont des jeunes hommes pâles, presque toujours imberbes, et l'ornement favori de leur coiffure s'appelle des rouflaquettes. Donc on imagine bien la street cred de cette bande-là. L'historien regretté Dominique Khalifa, qui s'était livré à une archéologie de l'apachisme en 2002, a très bien montré comment la figure de l'Apache, je le cite, interroge le XIXe siècle sur quelques-unes de ses contradictions: civilisation versus sauvagerie, optimisme versus anxiété, espace urbain versus espace vierge, tout en soulignant la part croissante prise par l'imaginaire américain dans la formulation et la résolution des nouveaux dysfonctionnements sociaux. Du 19e au 21e siècle, il ne semble n'y avoir qu'un pas, tant ces éléments résonnent en fait avec force dans notre époque, dont le rap est l'une des expressions, et notre Apache, pour le coup, l'un des messagers. Mais sur ce point, laissons tout de même le dernier mot d'explication au réalisateur de la série, parce que dans une interview donnée au Huffington Post, Franck Gastambide explique en effet que le pseudonyme Apache a été choisi par l'équipe du tournage en référence aux origines guyanaises d'Attic.
En définitive donc, Clément, dont le surnom Attic n'a pour seule explication, selon l'artiste lui-même, que l'harmonie des deux syllabes juxtaposées, ne nous donnerait-il pas à voir une autre facette de sa propre identité avec Apache? C'est peut-être maintenant le moment, Marine, justement, de développer en tout cas ce personnage joué par Attic, ce personnage de Clément, d'Apache, en nous montrant qu'il s'inscrit dans un cadre culturel beaucoup plus large du rap, notamment avec de nombreuses références à des rappeurs plus anciens des années 90-2000. Oui, l'univers musical d'Attic et celui d'Apache ne sont pas les mêmes. On peut commencer par dire ça. Il faut dire qu'au-delà des similarités déjà mentionnées, en fait, le vécu et l'histoire qui a été imaginé pour le personnage d'Apache n'est pas du tout celle d'Attic. Et le vécu donc, des deux rappeurs est assez différent. Attic n'a par exemple pas connu la prison pour mineurs. Or, si Apache s'inscrit dans un rap au motif urbain fort avec des tendances par moments hardcore, il n'en reste pas moins le bon rappeur, si j'ose dire, par contraste avec le mauvais rappeur qui serait incarné par l'inquiétant Carnage. Donc l'opposition, elle atteint son paroxysme au cours de la battle, qui les confronte dans l'épisode 7. Et là, le scénario de toute la saison 2 va nous offrir une scène en miroir de la saison 1, lorsque la rappeuse et héroïne l'Alpha, Laetitia Kerfa, affronte Yamar en battle. Alors, je vais m'arrêter un petit peu quand même sur le principe de ces battles. Les joutes oratoires, ici, qu'on appelle donc les battles dans le rap, traversent les cultures et les époques avec certaines récurrences formelles et stylistiques. Ainsi, la transgression codifiée des règles linguistiques et des convenances sociales paraît aller de pair avec la forme du défi que prennent ces performances verbales et la promotion de l'éloquence des duellistes. Dans la saison 1 de Validé, c'est moins l'éloquence des personnages qui est montrée que la violence brute d'une confrontation qui dépasse le cadre artistique. Et son dénouement tragique, il évoque évidemment le destin brisé sur fond de rivalité de nombre de rappeurs américains, Tupac en tête. Toutefois, la fin ultime de cette saison, si elle élimine le personnage d'Apache, elle laisse toute la place à Attic. Apache est mort, vive Attic, pour nous proclamer. Marine, par rapport à justement ce qu'on est en train de dire sur ce sujet-là, Attic, c'est un rappeur qui est capable de faire passer de nombreux sujets de société et qui est véritablement engagé. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait maintenant voir quels sont les engagements du rap justement tels qu'on peut les voir dans la série Validée? Oui, la série, à travers son scénario, comme les titres joués, elle va explorer les thèmes classiques du rap, la misère, l'injustice sociale, le malaise d'une jeunesse incomprise, la drogue, la violence, l'argent. Et toutes ces questions, elles interrogent incontestablement notre époque, souvent dans ses aspects les plus sombres. Je voudrais simplement insister sur le rendu par la série des traitements médiatiques et politiques qui peuvent être faits de ces textes parfois explosifs, toujours contestataires. À la fin de la saison 1, une partie de la classe politique, et le Rassemblement national en tête, appelle au boycott d'Apache pour un texte de jeunesse exhumé à dessein par Mounir dans une vengeance. Et le texte intitulé Nique la France donne un aperçu de ce qui a pu gêner la classe politique. Ce morceau, en fait, il dénonce les violences policières illégitimes après la mort d'un jeune de la cité dans l'épisode 9. Et il inciterait, selon l'expression de la présentatrice de CNews, à la violence et à la haine. Donc, il y a une mécompréhension sur ce qu'a voulu dire l'artiste, on l'enferme dans ses mots, et les médias jouent évidemment leur rôle dans ce contexte. Donc, c'est aussi ce que veut montrer la série. En réalité, Apache, il reste interdit devant l'incompréhension, la décontextualisation de ses paroles par certains médias et politiques qui donnent de l'ampleur et n'hésitent pas à récupérer ce bad buzz. Cette politique et toutes les déprogrammations en série des concerts qui en résultent en rappel, il faut le dire, d'autres, notamment celle créée en 2009 autour du titre Sale pute de celui qui n'était alors qu'un tout jeune rappeur, Orelsan. Et ça avait fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Autre sujet de société et même d'actualité, on peut dire, c'est la saison 2 qui questionne toute la place des femmes dans le rap. Cette saison 2, vous faites la transition toute seule, Camille. Est-ce que vous pourriez nous en parler? On enregistre l'émission au mois de novembre 2021. Vous l'avez dit, elle vient de sortir. Et donc, elle est différente parce que c'est une saison, vous l'avez dit, qui va peut-être être, je ne sais pas si on peut la qualifier en tout cas de plus féministe, mais en tout cas, vous venez de le dire, qui interroge les spectateurs sur la place des femmes dans ce milieu qui, de prime abord, apparaît quand même très machiste.
Oui, alors on a peu parlé de la saison 2 jusqu'ici, mais c'est une saison qui est très intéressante. On le sait, l'univers du rap est essentiellement masculin. En 2006, Diams était l'artiste ayant vendu le plus d'albums au cours de l'année pourtant, et c'est une rappeuse. Avant elle, aucune rappeuse n'avait réussi cette performance, et on est bien obligé de l'admettre, hein, 10 ans après la fin de sa carrière, aucune artiste féminine n'a pris la relève en quelque sorte, hein, même si pour de nombreuses rappeuses, elle reste un modèle inspirant. Dans cette saison 2, donc, on change totalement hein, le pitch, puisque le personnage principal féminin est une rappeuse, on le voit, une rappeuse en plus qui a un statut de mère. Oui, le personnage principal de la saison 2 est effectivement une femme, mais il faut quand même dire que les femmes ne sont pas absentes de la saison 1 pour autant. On peut souligner quelques personnages féminins forts dans la saison 1, notamment deux figures féminines, Inès, qui est interprétée par Sabina Ouazani, et qui est la directrice artistique d'Omega. Elle est parfaitement intégrée et respectée dans le milieu du rap, elle a le verbe haut, elle ne recule pas devant la confrontation, mais elle sait aussi quand le risque de dérapage est réel, désamorcer, peut-être par la ruse, les conflits. Comme lorsque Yamar, interprété par Rachid Guelaz et Rico Hakim Djemili, tente de s'imposer par la force en première partie du concert d'Apache. Dans un autre registre, autre personnage féminin, Louise, hein, qui est une chanteuse montante de la scène pop, qui flirte avec Apache et qui permet de révéler une autre facette du rappeur. Toutefois, elle n'est pas qu'un faire-valoir, hein, et d'ailleurs, elle ne peut pas être cantonnée, selon son expression, au rôle de femme de footballeur, donc, ce qui est assez parlant comme image. Son personnage montre surtout que le rap n'est sûrement pas le milieu artistique le plus trash. Aux antipodes de la violence codifiée du rap game, le producteur de Louise fait preuve d'une agressivité réelle, qui d'ailleurs choque beaucoup et révolte Apache. Donc on s'aperçoit bien hein, que c'est peut-être moins affiché, et ça ne fait pas partie de la promotion des autres milieux artistiques, mais il n'empêche que c'est quand même là. Donc voilà pour ces autres personnages féminins. Il y en a d'autres, mais ils sont plus en retrait. Il y a la mère et la sœur de Clément, mais là, bon, elles forment le cadre familial qui est très traditionnel et convenu, du garçon qui grandit sans père, qui protège sa sœur, qui aime sa maman. Voilà, c'est quelque chose d'assez traditionnel pour le coup. Donc la saison 2, là vraiment, elle redistribue complètement l'échiquier. Non seulement l'artiste, l'alpha, autour de laquelle la série tourne, c'est désormais une femme, mais elle est aussi, comme vous l'avez dit, hein, une mère, et évidemment, hein, c'est un levier de pression à plein d'égards. C'est aussi l'ex-compagne d'un homme violent, donc elle permet de mettre sur la table des sujets de ce genre, tout en restant une femme forte, et donc c'est clairement ce qu'a voulu mettre en place cette saison 2. Alors que toute la série, elle pose la question de la reconnaissance du rap, y compris à l'écran. La saison 2, elle pousse le curseur plus loin et nous confronte à la question de l'accréditation du rap féminin cette fois. Et c'est encore tout un autre débat. Euh, Faire une série sur le rap, c'est une chose. Faire une série sur le rap féminin, là, on va encore beaucoup plus loin. Et pourtant, Oui. Marine, on garde les mêmes recettes narratives, le même biais narratif en tout cas que pour la première saison. Oui, globalement, l'intrigue fonctionne sur le même modèle. On retrouve les thèmes marquants qui ont fait le succès de la saison 1, à savoir les producteurs sans scrupules, les rivalités entre rappeurs, la manipulation par les médias, les règlements de compte violents, la pression des réseaux sociaux et la résurgence d'un passé qui rattrape l'artiste. Donc, dans cette saison, William et Brahim, les deux amis de Feu Apache, décident de monter le label Apache Music en son honneur, et ils recherchent alors un premier artiste à signer. Et aidé par Inès, ils tombent sur un freestyle très convaincant d'une rappeuse, Sarah, alias l'Alpha. Au début, ils ne veulent même pas l'entendre, hein, parce qu'ils savent déjà que ce sera très compliqué. Ils refusent, donc avant de l'entendre, ils refusent cette prise de risque, mais certains qu'une rappeuse part avec un handicap, n'ayant pas vraiment de plan B, ils écoutent quand même. Après le buzz d'un de ses freestyles, Apache Music et Snow, qui est le beatmaker, hein, joué par Franck Gastambide lui-même, sont finalement prêts à travailler avec elle parce qu'ils ont été convaincus par sa performance artistique. La question, c'est aussi de savoir quel rap proposer, parce que l'alpha doit s'imposer pour ne pas être relégué comme choriste dans les feats avec les rappeurs, pour ne pas tomber dans les topics hip-hop qui sexualisent les artistes féminines,
et pour tenir face aux clichés tenaces d'un rap game machiste et misogyne. Pour y parvenir et se faire accepter dans le rap game, l'alpha ruse jusqu'à travestir sa voix et diffuser anonymement un son masculin. Donc il s'agit de faire valider son texte, son flow, son message, sans avoir à faire valider son genre. Marine Parra, merci beaucoup pour l'évocation de cette excellente série disponible sur Canal+. Vous l'avez rappelé, si vous voulez connaître le milieu du rap ou si vous êtes fan de rap et que vous ne l'avez pas encore regardé, foncez la découvrir. C'est la série Validée que l'on retrouve d'ailleurs toujours sur la plateforme MyCanal et dont la saison 2 vient de sortir. Vous l'avez disponible sur cette plateforme. Vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes Marine, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com, et vous l'avez dit avec une évocation notamment, vous l'avez dit dans l'émission, du regretté Dominique Khalifa qui avait effectivement travaillé sur ce milieu underground de Paris 19e siècle, le milieu des Apaches. Un livre vraiment à recommander là-dessus. Alors vous pouvez nous retrouver aussi pour suivre notre actualité sur notre groupe Facebook, histoireensérie.com. Vous pouvez poser des questions ou diffuser des informations en tout cas auprès de nos intervenants et intervenantes et puis discuter entre vous sur les séries. Le groupe est là pour ça. Et puis notre actualité, vous la suivez aussi sur Twitter pour voir quelles sont les prochaines émissions ou qu'est-ce qu'on a pu diffuser dans les derniers numéros. Si vous voulez un résumé de toutes nos productions, vous allez sur le site de notre partenaire nonfiction.fr où depuis le numéro 1, vous retrouvez un résumé de l'émission avec un lien pour aller l'écouter vers les grandes plateformes de podcast, mais aussi vers YouTube ou Spotify. Marine Parra, vraiment merci beaucoup parce que c'était une série vraiment très intéressante, puis une série française, on n'en a pas fait beaucoup ces derniers temps, et sur un milieu vraiment que l'on peut découvrir, et là la série sert, je trouve, après l'avoir regardée, vraiment à quelque chose. Merci Marine en tout cas, puis à bientôt. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.